Vous allez voir, et si vous travaillez, je vais vous apprendre comment on pourrait commencer. Et si vous avez le temps pour travailler, c'est pas beaucoup, 5 minutes par jour, pendant 35 ans, n'est-ce pas? Et comme ça, c'est vous avez. Alors, la mademoiselle, vous fermez les yeux, c'est très bien. Alors, maintenant, vous sentez ma main, d'accord? Là, la température de ma main, d'accord? Continuez bien à fermer les yeux, d'accord? Continuez bien à fermer les yeux. Ok? Voilà. Maintenant, vous me croyez? Merci beaucoup. Voilà. Mais tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je ferme ici, le cou. Deuxièmement, je ferme le périnée. Donc, c'est-à-dire que le corps d'ici jusqu'ici. Et qu'est-ce qui se passe? La contraction. Et mon visage devient tout rouge. Parce que tout le sang qui sort, et je commence à transpirer. Parce que c'est très chaud à l'intérieur. Et là, dans le champ lymphatique, ça existe exactement, c'est le même principe. Tout ce que vous voyez ce que je fais, vous croyez que c'est relaxant? Non, c'est contractant, comme si je suis constipé permanente. N'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La contraction totale de l'abdomen. Là, quand je chante. Là, vous regardez, vous touchez là. Par exemple, je rentre le ventre et je gonfle le ventre. C'est le contraire de la respiration normale. Inspire, l'expire. Inspire, rentre le ventre, l'expire, gonfle le ventre. Avec les abdomens. Là. Pendant le chant. Et puis après, deuxième contraction, les muscles sternocléidomastoïdiens. Ici. Vous voyez? C'est une voix étranglée. On étrangle quelqu'un. Mais seulement pour résister, on contracte comme ça. Pour empêcher, n'est-ce pas? Et là, c'est quoi? Pendant l'expiration, toute l'expiration, on chante. Et on travaille quoi? C'est grâce à cela, on travaille sur la durée du souffle. Comment on peut travailler la durée du souffle? Dans le Qigong, on travaille beaucoup sur la respiration. N'est-ce pas? Comment on respire, comment on fait tout ça, tout le mouvement, etc. Et là, je travaille de telle manière que je chante toute une mélodie en un seul souffle. Comment on pourrait faire? Là, je prends par exemple Hymne à la joie, extrait de 9e symphonie de Beethoven, chanté en un seul souffle. Pas la symphonie, hein, c'est de l'extrait. Parce que la symphonie, ça dure 30 minutes. Etc. On arrive. Bien sûr que c'est fatigant, mais seulement c'est possible. Alors, j'ai mis sur YouTube, n'est-ce pas, YouTube, j'ai chanté 2 fois la mélodie de Hymne à la joie en un seul souffle. Et mon record personnel, c'est 84 secondes.
1 minute 24 sans reprendre le souffle. Et ça, ce n'est pas du tout, c'est parce que j'ai le don, mais c'est le fruit de mon travail. J'ai pratiqué l'apnée, sous l'eau. Et là, vous restez longtemps, c'est mon record, c'est 2 minutes 30, sous l'eau. Et là, travailler, et puis après, comment on fait? J'ai pratiqué aussi la respiration circulaire. Voilà, souffler dans le tube des aborigènes, le didgeridoo, ou bien le hautbois. Vous savez, quand on joue au bois, dans la musique traditionnelle, on fait tout ça qu'on appelle le souffle continu, ou bien la respiration circulaire, puisque ça tourne tout le temps. Mais c'est facile, hein? C'est-à-dire, tout ça, si vous comprenez le principe, ça marche. Alors, c'est pour apprendre comment on pourrait faire. Vous prenez un verre d'eau, une paille, vous soufflez là-dedans. Essayez de souffler pour pouvoir avoir des bulles. Et là, voilà. Voilà. C'est-à-dire, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et après, on fait comme ça, mais seulement, vous ne pouvez pas chanter. Souffler, ça va. Mais chanter, vous ne voulez pas, parce qu'il faut que vous arrêtez la vibration des cordes vocales. Alors, avec ça, l'expérience expérimentale. Comme je travaillais avec la voix, j'ai remarqué qu'il y a une technique, un style vocal mongol qui pourrait aider les personnes qui ont le cancer de gorge. Alors j'ai travaillé, et c'est moi qui ai proposé ça à la faculté de médecine ici, mais seulement c'était rejeté. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas médecin. J'ai dit, mais je suis docteur. Oui, mais vous êtes docteur en musicologie, c'est pas docteur en médecine. C'est foutu, je suis foutu. Mais ça fait rien, parce que j'aimerais bien vous montrer qu'avec ma technique, mon enseignement, on peut donner la chance à la personne qui a le cancer de gorge, qui n'arrive plus à parler et qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital pour faire un trou ici avec un appareil qui change des piles tous les 2 ans et ça. Il faut apprendre à faire le rot. Parce qu'il faut avaler et faire le rot, et pendant le rot, il faut articuler. Comme ça, c'est avec l'appareil, etc. C'est compliqué. Tandis que moi, c'est entre la voix laryngée, c'est ici, vers la voix pharyngée. Bien sûr que quand vous n'avez plus de cordes vocales, mais si jamais il vous reste un truc, il y a un truc, il y a les fausses cordes vocales à côté, qu'on appelle les fausses cordes vocales, ou bien les bandes ventriculaires, n'est-ce pas? C'est 2 petits trucs comme ça qui font un son grave. Là, je suis en train de parler avec la voix laryngée, avec du larynx. Et maintenant, je vais faire entendre avec les fausses cordes vocales. Vous voyez, tout ça, c'est-à-dire, on arrive à parler tout doucement. Et puis après, si vous avez des cordes vocales, et il vous reste encore un muscle ici qu'on appelle le cartilage aryténoïde. Alors, je pourrais créer 2 faux muscles, deux faux muscles qui se touchent à moitié vitesse. Dans ce cas-là, au lieu de parler tout doucement, je pourrais parler à 30 mètres. Les gens pourraient entendre avec une voix qu'on appelle la voix pathologique, la voix œsophagienne. C'est la voix comme robotique, c'est un truc synthétique. Hein. Là, maintenant, je fais vibrer le cartilage à l'intérieur. Comment je sais tout ça? Parce que j'ai été à l'hôpital. J'ai demandé à mon ami phoniatre de mettre un tuyau avec un appareil dans le nez, un tuyau comme ça. Et là, qu'on appelle la nasofibroscopie, dans le nez, et on regarde de très près la vibration de mes cordes vocales, de tout ce qui passe à l'intérieur de mon appareil phonatoire. Et puis après, je chante. Et ben,
Vous voyez, c'est très fort. Voilà. Maintenant, je vais vous parler avec une voix pareille. Vous pouvez me comprendre, n'est-ce pas, au fond de la salle, et on peut comprendre parfaitement bien ce que je vous raconte. Vous voyez, là, c'est une voix très forte. Et ça, vous savez pourquoi? Parce que pour apprendre le chant diphonique, ce n'est pas du tout apprendre à faire vibrer les deux cordes vocales, mais il faut apprendre par la, la pratique totale du corps. Non seulement là, les muscles fonctionnent, les veines fonctionnent, le sang fonctionne, la salive fonctionne. Et tout ça, c'est-à-dire travailler. C'est pour ça que quand je fais ça, la nasofibroscopie, la stroboscopie, le rayon X, le scanner, l'échographie, et tout ça, c'est-à-dire je fais tout. Je deviens, n'est-ce pas, le cobaye de moi-même. Je deviens un objet de recherche. Parce que cette personne ne voulait prendre à ma place, parce que tous les chercheurs sont des fous. Parce qu'une fois qu'il veut trouver quelque chose, il peut sacrifier sa vie. Sa vie, c'est rien du tout, mais pour la postérité. Au moins, il trouve quelque chose. Et comme ça, à partir de là, on pourrait baser là-dessus pour continuer. Voilà. C'est comme ça, on gagne du temps. Alors, et puis après, c'est là, je fais ça, et les moines tibétains. Ah, les moines tibétains aussi. Ils ont une voix grave pour réciter les prières. Mais comment ils ont fait? Dans l'ancien temps, avant 1959, quand Dalai Lama restait encore là, au Tibet, et dans les monastères, il existe 4 monastères. Gelugpa, Katyapa, Nyingmapa et Trepung. Et dans le Gelugpa, il y a 2 collèges. Il y a le Gyöte et Gyöme. Et dans le Gyöte, c'est Dalai Lama maintenant, il appartient à Gyöte. Et c'est pour ça que tous les moines maintenant récitent toujours les prières d'après le style Gyöte, pas le Gyöme. Le Gyöme, c'est le concurrent, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours, dans le monastère, dans n'importe quelle région, il y a toujours la lutte interne à l'intérieur pour dominer, etc. Mais seulement là, c'est humain, n'est-ce pas? C'est quand on est être humain, il y a toujours... C'est la jalousie, c'est la domination, etc. Mais ça ne fait rien, ça c'est une autre histoire. Mais comment on arrive à faire? Voilà. Les moines, les moinillons, n'est-ce pas? Les petits moines. Ce n'est pas les moineaux, les moinillons, tout petits. Et à l'âge de 11 ans, 12 ans, avant la mue, il était sélectionné par l'Église pour devenir le maître de cérémonie. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passait? Il doit sacrifier 10 ans pour faire ça. Quoi? Le vomissement. Chaque jour, des verres d'eau. Comme ça. Vous vous rendez compte, quand il fait 8 heures par jour comme ça, il casse les cordes vocales. Je me rappelle très bien en 1998, quand la France a gagné la Coupe du Monde. On a gagné dans la rue comme ça, tout le monde, on a gagné, on est champion du monde, pipa. Et après, le lendemain, tous les foignards étaient très contents, parce qu'on me dit, docteur, je n'arrive plus à parler, mais je ne sais pas du tout, voir tout ça, mais j'ai crié beaucoup, j'ai bu et j'ai chanté, alors maintenant, je n'arrive plus à parler de ma voix. Voilà, c'est ça pour ça qu'on n'arrive plus à parler. Parce que, quand vous criez trop fort, ça donne une inflammation des cordes vocales. Et on regarde là, tout rouge, gonflé. Et là, comme c'est gonflé, et on n'arrive plus, n'est-ce pas, à refermer. Donc il y a de l'air qui passe entre les 2 plaques muqueuses. Et ça fait de l'air, et on n'arrive plus à faire vibrer les cordes vocales. Comme ça. Et c'est justement pour ça que les moines qui travaillent pendant 10 ans et à la fin, ils n'ont plus de corps vocal. Il devient invalide. Mais il sacrifie sa vie pour la religion, pour le tantrisme, pour le lamaïsme.
vous récitez les prières. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il fait... Comme ça, c'est-à-dire qu'il fait vibrer avec des cordes vocales qui n'existent pas. Et là, ça ne pas. Avec tous les Rinpoche, n'est-ce pas, les cardinaux, les évêques, tout ça. Comme ça. Et maintenant, c'est tous les jeunes qui sont nés en Europe, ils sont venus me chercher. Parce qu'ils n'arrivent plus à trouver la technique vocale de voix grave. Je dis que maintenant, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit avec l'ancienne technique. On peut faire même si on a les cordes vocales ici. C'est exactement comme les castrats, n'est-ce pas? Dans l'ancien temps, au Moyen-Âge, en Europe, les femmes n'étaient pas admises dans l'église pour chanter. Dans cette bonne chorale, on choisit des petits garçons. Et après, castrés. Et après, ils gardent toujours la voix très aiguë, la voix de soprano, dans une chorale. Et après, c'est maintenant, vous attendez William Christie, n'est-ce pas? C'est le grand chanteur de haute contre. Et ça, c'est facile. Il faut chanter avec la voix de tête. N'est-ce pas? Ça, c'est la voix de tête. Et là, c'est-à-dire une voix de tête veloutée. Mais les Chinois, quand ils chantent dans l'opéra de Pékin, ils ne chantent pas avec ça. Ils chantent avec la voix de falsetto, la voix de fausset. Et aussi, c'est la voix de tête. Mais une voix de tête perçante. Là, par exemple, et les Chinois et les Vietnamiens, les Vietnamiens ont imité les Chinois pour le théâtre traditionnel. Alors si je dis, par exemple, je suis le musicien vietnamien et mon nom est Teng Quang Hai. Alors maintenant, c'est au théâtre traditionnel, je viens, je suis le musicien, je porte des trucs comme ça. Vous voyez, tout ça, c'est-à-dire que c'est la manière comment on arrive à transposer, à changer les différents auteurs de registres. Et là, dans la musique classique, le bel canto, ici au conservatoire, on apprend à chanter avec la voix de poitrine, mais avec une voix de poitrine retenue. On n'a pas le droit de sortir beaucoup d'harmoniques parce que ça dérange la structure harmonique imposée par le compositeur. C'est pour ça que quand on chante et puis après, dans la musique populaire, ils ne chantent avec une voix projetée. On projette la voix. On fout complètement sur la structure harmonique, comme en Sardaigne. Des sardes. Dans la musique religieuse, une voix très forte. Par exemple, ici, c'est la voix sarde. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire, là, c'est une voix qui porte très loin et très fort. Et tout ça, c'est dans la musique napolitaine, ou bien c'est la musique bretonne, pour rivaliser avec les bombards et les bignous, le hautbois. Alors c'est comme ça, là, tous les Bretons qui font les danses au fest-noz, ils chantent avec une voix de gorge, mais une voix...
Haradatina Potin, Haradaritanarea. Au lieu de ça, c'est-à-dire une technique de voir travailler le note. Et comme ça, c'est pourquoi les Italiens, ils partent toujours avec une voix comme ça. Vous savez pas? Vous savez qu'en Italie, j'étais souvent en Italie, à Gênes, à Milan, tout ça, à Rome, les maisons se sont séparées par une petite ruelle. Et là, c'est un moment comme ça. Et chaque matin, une maman ouvre la fenêtre, et l'autre maman ouvre la fenêtre, et tous les deux regardent. Buongiorno, come sta? Bene, grazie, ma non posso mangiare. Comme ça, on parle d'une voix très forte, et les enfants, à l'intérieur, ils entendent ça depuis tout petit. Et là, c'est certainement... Buongiorno, come stai? Buonanotte, arrivederci. Donc ça, tout ça, c'est dire une voix nasalisée. Là, c'est pour ça que les Italiens sont des gens qui chantent très bien pour le bel canto. Pavarotti, n'est-ce pas? André Bocelli, tout ça. Et ils étaient mes amis, hein, c'est-à-dire, moi, je les rencontrais, je chantais avec eux, tout ça, on s'amusait. Et c'est très bien. J'étais en Sicile, en Sardaigne, en Corse pour chanter le Paghiella, n'est-ce pas? C'est le chant religieux, donc c'est le chant polyphonique avec la voix très, très, très jolie. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir chanter et travailler le son, par exemple là. Et, je vais maintenant, pour terminer, pour la partie de chant mongol, par un chant mongol. C'est pas un chant mongol. C'est pas tonique. Ok? Là, vous voyez, c'est facile. Une fois qu'on arrive à contrôler, vous avez tous les harmoniques dans la tête, la mélodie avant. Puisque je peux vous chanter la mélodie et puis je reproduis exactement la même chose. Et ça, c'est la technique mongole qui arrive à faire et j'utilise ça pour utiliser qu'on appelle des recherches appliquées. J'utilise la technique mongole pour soigner les personnes qui ont la maladie des gorges. Et aussi, c'est utiliser le chant mongol dans la musique thérapie. La musicothérapie. J'ai enseigné la musicothérapie, la psychothérapie. Comment on pourrait utiliser la musique pour adoucir les mœurs, pour donner à la personne. C'est pour ça que souvent, c'est maintenant, pourquoi que les personnes mourantes maintenant qui ont besoin de la musique, il y a des personnes qui viennent pour jouer de la musique auprès d'une personne qui va mourir, et que jouer comme ça. Et tandis que ça, je fais de la musique pour soigner les enfants cartériels, les personnes qui ont des maladies incurables, et aussi les dépressifs. Comment, n'est-ce pas, les dépressifs, pas les fous, hein, c'est des dépressifs, des gens comme nous, mais seulement qui sont déprimés, qui en ont marre, avec le bureau, tout ça, donc il va se reposer dans un hôpital psychiatrique, hein, c'est des trucs comme ça. Donc tout ça, c'est-à-dire la musique qui est utilisée, l'utilisation de la musique traditionnelle. Comment on pourrait soigner les Vietnamiens qui sont malades et vous allez mettre la musique Bach, la musique Mozart, eux ils ne comprennent pas. Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a trop de bruit avec la symphonie, le machin, tout ça, on ne comprend pas. Donc il faut utiliser la musique du Vietnam selon les différentes régions
de la personne, c'est de la personne qui est du nord, du centre ou du sud, parce que le Vietnam est très long, hein, de plus de 2000 km du nord au sud. C'est 2 fois plus que la France, plus long, mais seulement c'est plus petit, c'est 3/5 de la superficie de la France. Bon, tout ça, c'est-à-dire, vous voyez que la musique traditionnelle est une musique extraordinaire et qui donne vraiment une autre possibilité, un autre aspect dans les recherches pour soigner les gens, pour donner le plaisir, parce que le plaisir, c'est quoi? C'est quand vous travaillez avec moi, avec le chant euphonique, et après la séance, vous sortez, vous dites, ah maintenant je suis très bien. Pourquoi? Parce que vous trouvez la joie là-dedans. Et la joie, c'est quoi? Ça, c'est-à-dire la thérapie. La thérapie, c'est donner à la personne, comme dit-on, un bien-être. On est très content de faire ça, et on est très content. Et c'est ça qui... Ce n'est pas du tout, c'est que je vous donne ça, hein, maintenant donnez-moi tout ça, c'est pour que je suis guéri. Non, parce que si vous êtes agressif, je vous fais, n'est-ce pas, une prescription de la musique pour vous soigner votre caractère agressif. Et d'autres personnes qui font comme ça, qui ne bougent pas, il faut donner pour remonter la pente, etc. Donc tout ça, c'est-à-dire, la musique change selon, il faut étudier, comment diagnostiquer, et après, c'est-à-dire consulter d'abord. J'ai déjà fait un groupe de malades. Avant de faire de la musique, je mets dans 3 chambres. Premier jour, la chambre peint en rouge. Je fais 10 morceaux. Donnez-moi l'impression. Le lendemain, une chambre tout blanc. Après, une chambre tout bleu. Et là, c'est la couleur, n'est-ce pas? Influence, n'est-ce pas, la réflexion des gens. Donc, ils ne pensent pas de la même manière. Et pourtant, ils écoutent la même pièce. C'est exactement ce que, par exemple, je vous donne à chacun un disque, la 9e symphonie de Beethoven, et une chaîne pour écouter. Je suis sûr que vous ne mettez pas toutes sortes de choses. Vous mettez quelquefois quelqu'un que vous mettez, donnez-moi plus de grave, d'aigu, d'espace. Tout ça, ça change tout à l'audition, la perception à l'intérieur. Parce que ça correspond à votre comportement, à votre intérieur. Et aussi, ça dépend aussi de votre éducation, votre connaissance, votre instruction. Quelqu'un qui est instruit, qui est vraiment, c'est-à-dire un intellectuel et un paysan, on ne pense pas de la même manière quand on écoute la musique. Et c'est pour ça qu'on voit très bien une personne âgée, une personne jeune, par exemple. Mon père aimait Joséphine Baker, Tino Rossi. Mais moi, j'aime Beatles, Rolling Stone. Ma fille, maintenant, techno. C'est-à-dire, chaque génération, on ne pense pas de la même manière. Alors maintenant, je vais vous montrer l'enchaînement avec un instrument qui s'appelle la guimbarde. La guimbarde, c'est un instrument tout à fait intéressant parce que, voilà, ça c'est à peu près comme Scasse Pensieri. N'est-ce pas? C'est comme la Scasse Pensieri. C'est un instrument européen. Alors, quelle est la différence entre un instrument qu'on appelle la guimbarde en français et en italien, il y a 2 mots, la Italie continentale, Scasse Pensieri, Italie insulaire, Maranzano. C'est-à-dire 2 mots. Et puis après, en anglais, on appelle Jews hand. Pourquoi Jews hand? Les Juifs ne savent pas jouer. Je donne ça à un ami qui vient d'Israël. Je ne connais pas. Mais pourquoi on appelle Jews harp, c'est-à-dire la harpe juive? Parce que alors, je fais des recherches. Tout dans le livre, tout ça, jusqu'au Moyen-Âge. On a trouvé un texte. Un marchand juif à Londres, à la place du marché,
ils vendaient plein de trucs. Parce que les Juifs étaient un peu partout, dans toute l'Europe. Et puis après, il y avait ça dans ces marchandises. Et après, c'est les Anglais. What's it? Oh, it's hard. Oh, Jews hard. Ok. On achète l'instrument chez les Juifs, n'est-ce pas? Et après, ça a duré pendant 400 ans, le terme pour désigner cet instrument. Et à la fin du 19e siècle, il y a une modification linguistique. Le Jews harp est devenu Jaws harp. La mâchoire, jaw. Et après, dans les années 60, à l'époque des hippies et des yippies, on l'appelle juice harp, jus, juice, like orange juice, n'est-ce pas? Juice harp. Donc c'est juice harp, jaw harp et juice harp. Et bien maintenant, on conserve le terme juice harp, c'est bon, on n'a pas encore changé, mais peut-être dans l'avenir on va changer. Et les Allemands, on appelle Mouthtrommel. Mouth, c'est-à-dire la bouche, Trommel, c'est le tambour buccal. Les Norvégiens, Munharp, c'est-à-dire la harpe buccale. Les Suédois, Mungigo, le violon buccal. Les Russes, Vargen. Les Vietnamiens, Dan Moi. Dan, c'est un instrument, Moi c'est lèvres, un instrument qu'on impose contre les lèvres. Donc, pour ça que l'instrument vietnamien c'est différent, parce que ça, cet instrument-là, on met contre les dents, collé contre les dents. Les Vietnamiens c'est posé sur les lèvres, ne touche pas aux dents. Alors, l'instrument donne 3 sons. L'instrument là qui a un cadre rigide qui ne bouge pas, la languette flexible, et on met la bouche comme caisse de résonance. Parce que si vous mettez comme ça, vous n'entendez pas. C'est mettez devant la bouche, contre les dents, et la vibration de la languette qui vibre à travers la bouche, qui est un amplificateur. Et puis après, c'est une leçon de base, une leçon fondamentale, et après, pour donner le rythme, on souffle dedans. Alors, c'est maintenant, on change de rythme. Puis après, la langue, on bouge, on varie le volume à l'intérieur, le volume buccal, et par suite, on entend les différentes hauteurs. Les do, voilà. Alors, c'est maintenant, si on fait la marche écossaise. Alors vous voyez qu'on arrive à faire de la musique. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est l'instrument qui parle. Le seul instrument de musique au monde qui parle, qui remplace les cordes vocales. Alors maintenant, si je dis A, E, I, O, U, et je perds ma voix. Et là, la vibration de la languette remplace mes cordes vocales, et vous allez entendre A, E, I, O, U. Je dis, voilà, allô, allô, vous êtes très gentil et je suis très content. Je vais vous jouer de la guimbale. Voilà. Allô, allô, vous êtes tous très gentils et
je suis très content, je vais vous jouer de la guimbarde. Et là, j'ai proposé ça à des phoniatres, n'est-ce pas, ici. On peut utiliser ça pour aider les personnes qui n'ont plus de corps vocal. Et l'instrument qui ne coûte que 5 euros, 10 euros. Et on peut trouver pour parler. Et en plus de cela, on peut exporter. C'est une création, c'est une invention française. Et là, c'est tous les pays pauvres comme l'Afrique, comme l'Asie, etc. Il y a aussi des morceaux de bambou. On pourrait faire, et puis les morceaux de métal, et là, les forgerons et tout ça, on pourrait fabriquer. Et là, on pouvait faire beaucoup de choses. Et en plus de cela, non seulement, j'ai utilisé ça pour faire de la musique techno. N'est-ce pas? Faire de la musique nouvelle. Tout ça, c'est faire techno. Hein. Et là, pour accompagner le hip-hop, danse hip-hop, tout ça, le rap, etc. Et le beatbox, n'est-ce pas? Tous les gens le font avec le bruit. Alors maintenant, on n'a pas de sono. Alors, je vais faire son acoustique. Comment on arrive à faire la techno? Par la création des sons électroniques. N'est-ce pas? Comme M. Pierre Schaeffer, parce que j'ai suivi le cours de M. Pierre Schaeffer en 1965 et Pierre-Henri pour la musique électroacoustique. Et donc, avec ça, ça marche très bien. J'aimerais bien vous montrer les guimbardes vietnamiennes. Ça, c'est une guimbarde. Là, c'est au Vietnam. Maintenant, on produit à peu près 100 000 exemplaires de copies comme ça pour vendre dans le monde entier. Vous voyez que c'est ça, on fait comme ça pour protéger. Vous voyez, là, on fait comme ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? La guimbarde. Là, le même principe. Pourquoi on appelle la guimbarde? 4 rigides qui ne bougent pas. Languette flexible à l'intérieur. Et la bouche comme caisse de résonance. Donc c'est la guimbarde. D'après la définition, un instrument qui possède 3 éléments, à savoir 4 rigides, languette flexible, bouche comme résonateur, c'est une guimbarde. Donc c'est-à-dire, mais il y a 2 types de guimbardes. La guimbarde européenne qui a le 4 et la languette en 2 éléments. La languette qui est fixée dans le 4, donc c'est une guimbarde hétéroglotte. La guimbarde vietnamienne, 4 et languette en une seule pièce métallique, on appelle une guimbarde idioglotte, n'est-ce pas? Mais qui donne la même chose. Et là, on donne l'instrument on appose l'instrument sur les lèvres. Ne touche pas aux dents. Là, je fais comme ça. On n'entend pas? Voilà.
Là, on fait pam 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 pam. Et puis après, mais maintenant, si on veut faire la gamme diatonique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Pam 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 pam. Voilà, vous voyez? Donc ça, tout ça, c'est aussi de parler aussi, hein? Voilà, là, on peut parler. La guimbarde, on peut parler. Voilà. Maintenant, c'est la guimbarde. Et ça, je ne joue pas très rapide. Mais on peut jouer très rapide. Hein? Vous voyez, tout ça, c'est-à-dire, on arrive à faire toutes sortes de choses. Ça, c'est-à-dire de la guimbarde mère. Mais après la mère, il donne un bébé. Il appelle le baby Toussaint. Baby Toussaint. Voilà, baby Toussaint. Vous voyez? Tout petit. Mais qui a deux languettes. Ok? Deux languettes. Là, deux languettes. Là, tout petit. J'ai de mon tabac. Voilà, vous voyez, tout ça fait. À vous présenter, et comme ça on va terminer. Qu'est-ce qui se passe par exemple avec les cuillères? Vous voyez? Là, je ramasse les cuillères un peu partout. Très bien, voilà. C'est mon souvenir de jeunesse. Voilà. J'ai à peu près 300 paires de cuillères chez moi. Dans le monde entier, j'ai ramassé des cuillères un peu partout. Dans le restaurant, dans l'hôtel, dans n'importe quel pays, etc. Donc il y en a plein. Surtout, c'est les cuillères en aluminium. Il ne faut pas prendre les cuillères très chères. En argent, ça ne sonne pas. Parce que il faut tordre les cuillères. Vous voyez? J'ai une cuillère tordue. Vous voyez? Tordue, complètement tordue. Ah, le même manche. Oui. Alors maintenant, il faut appuyer là. Ça fait déjà 65 ans que je joue des cuillères. Voilà. Je vais vous montrer. Ok. Il y a une technique de base. J'ai créé les cuillères, j'ai donné des cours de cuillères, etc. J'ai même passé l'examen pour devenir professeur de cuillère organisé par le ministère de la Culture. Et finalement, j'ai présenté comme ça pour devenir prof de musique traditionnelle dans le conservatoire.
Alors j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme, professeur de cuillère, mais sans poste. Alors maintenant, c'est beaucoup plus intéressant que les castagnettes, que toutes les percussions enseignées au conservatoire. Et non seulement ça, les cuillères, c'est un instrument rythmique et en même temps un instrument mélodique, donc je l'appelle un instrument mélodico-rythmique. Donc on peut jouer à la place du synthé. On n'a pas besoin d'acheter un synthé avec une cuillère. Voilà, vous avez le rythme de base binaire. 1, 2, 1, 2, cuisse, main, 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 cuisse, main. De plus en plus vite. Après, vous déplacez les cuillères pour changer de timbre. Maintenant, changez du rythme binaire en rythme ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec 2 doigts. Avec 3 doigts. Avec 4 doigts. Avec 5 doigts. Rappelez les 5 doigts. Avec 2 doigts. Avec l'autre du pouce et celui de l'index. Vous appuyez sur le dos de l'index. Vous grattez sur le dos de la main. Vous grattez sur tout le bras. Puis après, vous tapez sur la bouche avant de taper. Il faut bien vérifier l'état de vos dents. Et puis après, vous transformez les cuillères en synthé. Je vais faire de la musique pop. Terminer par une chanson, d'accord? Je vais maintenant vous apprendre à chanter une chanson en vietnamien, dans ma langue. Et vous savez que le vietnamien a 6 tons pour une syllabe. C'est une langue monosyllabique, une langue à ton monosyllabique. Mon prénom, Hai. Alors, vous pouvez m'appeler Hai, mais pour appeler ça, il faut que vous ondulez le corps, par exemple. Bonjour. Et là, tous mes amis français, ils me disent, c'est votre nom, c'est très difficile. C'est très facile. Je m'appelle 3 canailles. Pas 2 canailles, mais 3 canailles. Voilà, c'est ça. 3 canailles. ça ressemble, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'au bureau, on dit bonjour, 3 canailloux. Là, maintenant, c'est le ton, 6 tons. Hai, vous prononcez hai, sans ton, le chiffre 2. Hai, cueillir. Hai, chaussure. Hai, nuisible. Hai, c'est la mer, l'océan. Et hai, c'est la peur. Donc, hai, 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 hai. Donc, c'est pour ça qu'il y a une ville en Chine, Shanghai. Mais tous les Français disent, oh, je vais à Shanghai.
Mais non, c'est pas Shanghai, c'est Shanghai. Shang, c'est du supérieur. Hai, c'est la mer, c'est la haute mer. C'est pour ça, je vais à Shanghai. Papa, je vais à Shanghai. Non, c'est pas Shanghai. Voilà, c'est ça. Et puis après, voilà, maintenant, c'est le chant, le travail. Au Vietnam, c'est le chant travail. Il y a le chant du type responsorial. Je suis le soliste et vous êtes le chœur. Tout ce que vous faites, c'est très simple. Vous chantez que 3 syllabes. Ho, la, huang. C'est très simple. Ho, la, huang. Allez. Ho, la, huang. Très bien. Alors maintenant, c'est quand je vous donne comme ça, vous chantez Ho, la, huang. Okay? Parce que pendant entendre ça, c'est moi qui chante. Alors maintenant, répétition générale. Mời bạn hò khoan Hồ là khoan à đi khoan hò khoan này là hồ là khoan. N'est-ce pas que quand on travaille, il faut chanter fort, hein? Parce que moi, je suis tout seul et vous êtes plus nombreux que moi, donc il n'y a pas de raison que vous chantez moins fort que moi. D'accord. Attention. Mời bạn hò khoan Hồ là khoan à đi khoan hò khoan này là hồ là khoan. Là biết răng chùi này là hô là khoan cho tới mà tháng 2 là hô là khoan cho cái mà làm ruộng này là hô là khoan cho trai bé bơi là hô là khoan à đi khoan hò khoan này là hô là khoan chứ trên đông cằn là hô là khoan mà còn dưới đồng sâu là hô là khoan trong đi cây vợ đi cậy này là hô là khoan con trâu mà đi bừa này là hô là khoan à đi khoan hò khoan này là hô là khoan à đi khoan hò khoan này là hô là khoan. Merci beaucoup. C'est la petite fille. Oh, is. Parce que c'est des gens, n'est-ce pas, qui travaillent, qui cassent les pierres comme ça. Comme ça. Voilà. Ainsi se termine mon exposé. Nous allons vous offrir un petit spectacle avec le musiscope de Nicolas Schoeffer, qui est joué par Chloé. Oh, c'est formidable. Voilà. Et puis après, moi, je fais la musique. Et après, peut-être que ça va vous inspirer des musiques. Absolument.
C'est la première fois. C'est la première fois. Je n'ai jamais vu ça. Je demandais de voir le rythme, les images, les couleurs. Oui, oui. C'est l'improvisation. Ça va jusqu'à la bouteille de création. Come on. Del beatbox. Super. Ah, ça fait plaisir. Merci, c'est gentil.